Amis téléspectateurs de Prime News TV Monde, bienvenue sur votre hebdomadaire sportif Prime News Sport. Allez à Djekta Est, le sort en est donc jeté. Les Guépards du Bénin sont donc fixés sur leur sort dans ce qui sera leur aventure à la CAN Maroc 2025. Les dieux du hasard ont logé les poulains de Gernot Or dans la poule D, pardon. Ils défieront donc en cette fin d'année 2025 la RDC le 23 décembre, le Botswana considéré comme le petit poussé, mais attention, et ce sera le 27 décembre pour enfin défier le Sénégal considéré comme l'ogre du groupe. Quelles sont donc les chances du Bénin de se qualifier pour le tour suivant à cette CAN? Mais avant cela, la Terre s'immobilisera ce soir à 20h temps universel, 21h heure du Bénin. Et pour cause, un événement retiendra l'attention de milliards de personnes pour suivre une finale avant l'heure. Il s'agit de la rencontre entre Manchester City, le club anglais, et le Real Madrid, l'ogre de cette compétition de la Champions League. Et ceci, c'est dans le cadre des barrages d'accession au tour suivant. Quelles sont les forces et faiblesses des deux équipes? Pour répondre à ces questions, je reçois en studio Arthur Selo, mon confrère de Banuto. Arthur, bonsoir. Bonsoir, cher ami, bonsoir, cher internaute, bienvenue. Comment vous portez-vous? Très bien. D'accord. Monsieur Arthur, dites-moi. Le Bénin est logé dans la poule D en compagnie du Sénégal, la RDC et le Botswana après le tirage au sort qui s'est effectué le 27 janvier passé, 27 janvier 2025 au Maroc. Dites-moi, quels sont vos sentiments, quels ont été plutôt vos sentiments après ce tirage au sort? Aujourd'hui, je reçois, moi j'ai bien accueilli ce tirage au sort parce qu'il y avait peut-être pire que ça. Et avec la configuration de la CAN avec 4 équipes, 4 équipes, oui. Je me dis que le Bénin dans ce groupe a eu quand même beaucoup de chance d'être avec ces équipes-là et que si on s'y prend bien, on pourra s'en sortir. On pourra s'en sortir. Dites-moi, le Bénin pourrait-il mériter mieux ou pire? Mieux peut-être pas, mais pire, oui, je dirais oui, parce que quand vous voyez le Bénin, pour ce tirage était dans le pôle 3. Oui. Donc il y avait un pôle 1, oui, il y a le pôle 1, le pôle 2, le pôle 3 et le pôle 4. Même dans le pôle 4, oui. Il y avait d'autres équipes qui pourraient être plus dangereuses que le Botswana. Donc je dis, le pire, on pouvait mériter le pire. On pouvait avoir le pire. Mais Dieu faisant ces choses, on a ce qu'on a. Mais on ne pouvait pas avoir mieux. Non, le Bénin ne pouvait pas avoir mieux que ça. Et à voir le calendrier des Guépards qui affrontent d'entrée la RDC avec qui on peut dire a priori ils vont défendre la deuxième place. Si on considère déjà le Sénégal comme le favori de cette poule. Et enfin, avant le Sénégal, il y a bien sûr le Botswana, considéré comme le petit poussé, mais attention. Et aussi voir cette configuration, dans cette configuration où le Bénin affronte d'abord la RDC, ensuite le petit poussé, et enfin l'ogre de cette poule. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gaspiller ses chances? D'entrée, je dis la configuration des matchs est peut-être une bonne chose pour nous. On commence avec la RDC qui, a priori, est un concurrent direct. En début de compétition, la RDC viendra à cette étape. N'aura pas encore toutes ces certitudes. Parce qu'on vient dans une compétition, on rentre en compétition, on n'est pas encore assis. Donc, le Bénin a la chance de jouer carrément ses chances. De venir avec sa préparation, de se mettre dans le bain avec une équipe concurrente, une équipe qui n'a pas encore rodé ses automatismes. C'est peut-être une bonne chose si on s'y prend bien, si on se prépare bien, parce que malheureusement pour cette CAN,
on fait le tirage au sort et c'est 8 mois après qu'il y a la compétition. Dans les 8 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Des incertitudes, des blessures. Dans les différents clubs, les joueurs, le temps de jeu, ça compte. Les incertitudes sur des blessures. Et il y a aussi une fin de saison à avoir, un début de saison à avoir aussi, qui peut poser un peu de problème, surtout pour nos joueurs béninois qui ne sont pas bien cotés dans les clubs. Comment finir la saison? Comment changer éventuellement de club? Quel club il faut trouver pour avoir du temps de jeu? C'est des questions individuellement que le joueur doit se poser et individuellement doit travailler sur ces questions-là. Après, pour préparer une CAN, les entraîneurs n'ont pas 2 semaines, n'ont pas 3 semaines. C'est au plus, si un entraîneur a son effectif au complet, c'est au plus 2 semaines. Dans le meilleur des cas. Donc, il y a trop d'incertitudes, taux d'incertitude du moins. Mais je dis que si on planifie bien, le Bénin, en entrant en compétition, en rencontrant l'AS du Congo, peut commencer par mettre des chances de son côté. On ne rentre pas dans une compétition en rencontrant l'AS du Congo et en jetant toutes ses fautes dans la bataille. Il faut calculer parce que, qu'on le veuille ou non, le Botswana est moins coté, est moins une équipe joueuse, est moins une équipe difficile que l'AS du Congo. Donc, vous ne pouvez pas commencer une compétition avec l'AS du Congo et jeter toutes vos forces dans cette bataille-là. Il faut savoir mesurer ses forces, il faut savoir mesurer ses chances. Donc, face à l'AS du Congo, on ne jouera pas forcément pour gagner. Mais pour limiter les casses. Quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vous devez vous ajuster. Donc, ne pas perdre le match, c'est important. Et sur la seconde rencontre, faire le nécessaire. Quand, contre la AD, vous faites un match nul, vous ne perdez pas le match. Contre le Botswana, vous mettez tout. Parce que ce n'est pas contre le Sénégal qu'on ira chercher la qualification. Contre le Botswana, on met toutes les forces. Si on remporte cette rencontre, ça fait 3 points. Éventuellement, si on avait, ça fait 4 points. Même si on perdait le premier match contre le Botswana, il faut qu'on gagne le match là. Il faut absolument, parce qu'on a la possibilité de compter parmi les 4 meilleurs troisièmes. Les 4 meilleurs troisièmes. Donc, il faut ce match-là, c'est le match à ne surtout pas perdre, ni faire un match nul. Pas de match nul, c'est gagner ou rien. Et contre le Sénégal, on n'a pas, sur cette rencontre-là, on n'a aucune certitude si le Sénégal a su déjà sa qualification avant de venir. Lors des 2 premiers matchs. C'est jouable, mais si le Sénégal doit chercher la première place ou la première place avant cette rencontre-là, à cette rencontre-là, ce n'est pas évident que le Bénin ait une grande chance dans cette rencontre-là, parce que, qu'on le veuille ou non, individuellement comme collectivement, le Sénégal et le Bénin ne se valent pas. Mais le football, n'oublions pas que le football n'est pas mathématique. Sur un match, tout peut basculer. Mais quand vous avez l'expérience de la compétition, vous savez gérer vos matchs. Le Bénin n'a pas la même expérience que le Sénégal. Donc, et les joueurs individuellement n'ont pas les mêmes expériences. Le Sénégal a des joueurs plus huppés que le Bénin, qui savent gérer la pression, qui savent gérer les grandes compétitions. Donc, c'est vrai, sur un match, il peut y avoir des surprises. Mais moi, je mise fort sur ce match-là, que si le Bénin n'avait pas encore ces points avant d'arriver là, l'équipe risque vraiment de ne rien faire là. Ce n'est pas contre le Sénégal qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher la qualification. D'accord. Vous l'avez abordé tantôt, je voulais revenir là-dessus. Vu le calendrier de cette CAN qui va se dérouler en décembre, connaissant ce que nous allons appeler en griffe les caprices des clubs européens dans lesquels évoluent les grands joueurs africains, et aussi l'incertitude face au mercato d'hiver qui doit s'approcher. Est-ce que les joueurs, non seulement pas que les Guépards du Bénin,
est-ce que les joueurs auront l'esprit tranquille pour vraiment jouer cette compétition à fond? Il y a un problème qui se pose déjà au niveau du mercato d'été qui vient. Surtout les clubs français qui ont l'habitude de prendre beaucoup de joueurs africains seront réticents. Parce que à un moment, en décembre, laisser tôt les joueurs pendant qu'ils doivent rester au moins 2 ou 3 journées de championnat avant la pause. Ce n'est pas toujours bien pour ces clubs qui ont beaucoup d'Africains dans leurs effectifs. Donc c'est un enjeu pour le mercato prochain. Si c'est pour nos joueurs, je crois que nous, on n'a pas ce souci-là à se faire, puisque nos joueurs, ne sont pas dans les clubs grands clubs. Ensuite, ce ne sont pas des joueurs qui, pour l'instant, sont indiscutables dans le club. Donc, il y a une chance pour nous d'être sur ce paramètre-là, mieux logés que d'autres. Après, les clubs qui payent les joueurs, malgré l'injonction de la FIFA, sont à même de dire non, on retarde leur libération pour un certain temps, mais ils ne vont pas refuser. C'est peut-être le temps de libérer les joueurs qui posera problème. Et j'espère que ça va forcément agir sur la préparation. Oui, forcément. Quand vous avez ou quand vous demandez à un entraîneur quand tu as ton joueur 2 semaines avant le match ou tu l'as 3 jours ou 4 jours avant le match, il y a une différence. Oui. À 2 semaines, tu as un peu de temps de revoir la forme du joueur, de travailler sur les rodages. Mais à 4 jours, qu'est-ce que tu fais avec un joueur? Pratiquement rien. Pratiquement rien. C'est seulement la mise en place que vous revisitez rapidement. Donc, c'est un enjeu et je crois que ça dépendra aussi de comment les équipes, en tout cas les fédérations discutent avec les clubs. Il faut aller négocier, il faut voir le juste milieu, la période où les clubs peuvent libérer les joueurs, négocier s'il y a des choses à rallongement à faire ou c'est question de négocier et personne n'ira dans la force parce que autant les clubs sont dans leur droit, autant les équipes nationales sont aussi dans leur droit de réclamer leurs joueurs. Il faut voir le juste milieu, il ne faut pas aller au clash parce que même quand vous mettez le clash, psychologiquement le joueur aussi ne sera pas en tout cas dans les bonnes dispositions pour venir aider l'équipe nationale. Donc la FIFA aussi doit aider dans ça et la CAF visiblement n'a pas de manœuvre, sinon on ne serait pas en train de déclasser à chaque fois la compétition. De janvier en décembre. C'est à la FIFA de jouer la bonne carte pour permettre aux équipes africaines d'avoir à disposition au plus tôt possible leurs joueurs. Et sans transition, nous allons aborder le second sujet, ce match qui retient l'attention de tous, ce match de barrage qui constitue une finale avant l'autre. Pour ce qui est du Real, un Real sans défense, avec une défense décimée, contre un City, un Manchester City moribond et imprévisible. Ce soir, c'est un match sous haute tension. Comment appréhendez-vous cette rencontre? Dites-moi. Une rencontre assez ouverte, avec 2 équipes qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Vous l'avez dit tantôt, le Real qui se présente avec un effectif diminué, surtout en défense. City qui traverse des moments assez pénibles, qui tantôt a un regain de forme, mais rechute en même temps. Mais il faut dire, une rencontre de Ligue des Champions, c'est autre chose. Les joueurs se subliment quand ils viennent en Ligue des Champions. Et une rencontre de Ligue des Champions entre 2 équipes qui, ces dernières 4-5 ans, ont été des 2 meilleurs clubs
en Ligue des Champions, ça doit être autre chose. Oui. Donc le match de ce soir, même si c'est un match ouvert, c'est un match, une finale qu'on attendrait en mai qui vient, en février. Malheureusement, une grosse équipe doit tomber. Et ce soir, je crois que les joueurs vont calculer beaucoup dans leur tête. Il y aura un peu... Parce que pour le Real, c'est déjà de faire en sorte de ne pas encaisser ou d'encaisser très peu avec cette descente-là. Pour City, c'est déjà de voir le match retour, c'est à Bernabeu. Et Bernabeu n'est pas toujours facile, n'est presque pas facile pour Manchester City. Quelle que soit l'équipe qui vient à Bernabeu, c'est toujours difficile de sortir de Bernabeu avec une victoire. Et c'est déjà l'enjeu pour Manchester, c'est de gagner déjà à domicile et de voir comment voyager. Pour le Real, c'est de voir comment gérer avec une défense rafistolée comme d'habitude et comment arriver à trouver l'équilibre entre cette défense-là et une ligne offensive qui cartonne, même si parfois ça s'enraye un peu. C'est l'équilibre qu'il faut trouver pour faire face à cette équipe de Manchester qui est vraiment dans la turbulence, mais qui sur un match peut se sublimer, peut monter de régime. Vous l'avez dit, une défense rafistolée, généralement, ou plutôt, déjà tout le monde sait déjà ce que le coach du Real peut proposer ce soir. C'est sûr qu'on aura Valverde sur l'aile droite avec la blessure confirmée de Lucas Vázquez, le seul latéral disponible. En défense centrale, Asensio est le seul défenseur central disponible. Donc c'est sûr que Tchouaméni serait encore amené dans l'as. Et à gauche, le vieux, excusez de peu, Mendy serait le préféré du coach. Est-ce qu'avec une défense comme ça peut tenir devant City? C'est difficile de dire que ça peut tenir quand vous voyez Asensio, vous voyez Tchouaméni et vous voyez en face les attaquants, les non-renflants, oui. Dans la taille, il n'y a pas comparaison. Donc déjà que Tchouaméni n'est pas un défenseur central, n'est pas un défenseur de métier. Et on a vu le Tchouaméni sur des rencontres à ce poste, il a montré des défaillances. Donc c'est difficile de dire comment ça va se comporter aujourd'hui devant l'attaque de City avec Foden, avec Haaland. C'est difficile de le dire. Mais après, c'est quand vous êtes entraîneur, quand vous faites vos choix, vous assumez. Oui. Et ce soir, le Real va assumer ses choix parce qu'il faut faire avec ce qu'on a sur le main. Maintenant, est-ce que City aussi sera à la hauteur si au milieu de terrain, on arrive à compenser, le Real arrive à compenser? Si au milieu de terrain, le Real arrive à contenir, le mettre à jouer Kevin De Bruyne, si sur le côté, on arrive à contenir Phil Foden, je crois que Haaland ne pourra pas avoir recevoir des ballons pour les exploiter. Oui. Donc c'est aussi ça, quand la défense n'est pas bonne, il faut que le milieu compense. Et c'est là, je pense, un milieu à 5 ce soir ou à 4, avec un milieu à 3, 2 devant la défense avec deux milieux récupérateurs, un milieu offensif. Et Modric, Camavinga. Et le 3 devant eux, Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Et laisser seulement Mbappé à la pointe de l'attaque. Peut-être ça peut donner plus de soutien à la défense pour contenir Manchester. Maintenant, après, quand vous mettez en place votre plan tactique, il faut que les joueurs soient dans la même symphonie, la bonne disposition pour animer ce que vous mettez en place. Oui. Donc ça dépendra de comment ces joueurs-là se sentent aussi. Oui. Donc, quelles sont les forces de l'une ou l'autre de ces deux équipes-là avec
l'enjeu qui est de taille. En attendant le match retour, bien sûr, quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux équipes? Prenons le Real, je dirais la force du Real, c'est d'abord cette individualité en attaque. Oui. Salah, Bellingham, Vinicius, Rodrigo et Mbappé. Et cette jeunesse affirmée en milieu de terrain avec Camavinga qui, c'est vrai que parfois il peut être trop suffisant, mais qui est un bon milieu, qui est sûr de son talent et qui sait jouer. À côté, vous avez Bellingham qui aussi, quand il est dans le jeu, il est capable de porter aussi l'équipe plus loin. Donc c'est d'abord l'individualité du Real. Ensuite, après, il faut que collectivement le Real réponde. C'est la faiblesse du Real, ça. Collectivement, le Real peine parfois parce que parfois on a l'impression que l'équipe se coupe en deux. Oui. Il y a la ligne offensive et il y a la ligne défensive. Au milieu, ce n'est pas l'équilibre qu'il doit avoir entre la défense et l'attaque. La transition par le milieu n'est toujours pas, en tout cas, sur 90 minutes, ce n'est pas constant. Et certains trouvent même que c'est dû à ce choix tactique de laisser la liberté à Bellingham, cette liberté qui lui a été donnée et chaque fois il se pointe vers l'attaque. On pointe du doigt cette liberté parce que on n'a pas le Real n'a pas une bonne défense. Si c'était une bonne défense, on n'allait pas constater cette chose-là. C'est parce que on a un défaut derrière que on pointe du doigt parce qu'il faut nécessairement que le joueur vienne porter main forte à la défense, qu'on trouve que sa liberté pose problème. Sinon, en principe, sa liberté ne devait pas poser problème. Parce que derrière lui, vous avez des joueurs qui font le job. C'est Balos qui a la récupération, Camavinga qui a la récupération, qui font le job. C'est parce que la défense du Real n'est pas suffisamment forte qu'on trouve que c'est... Il y a aussi que ce système qui a un peu changé. Avant, on avait deux milieux récupérateurs un peu plus haut. Bon, peut-être Bellingham en milieu offensif, Toni Kroos en milieu récupérateur et un bon milieu défensif en la personne de Tchouaméni qui brillait avec les deux autres là. Mais aujourd'hui, on a deux milieux récupérateurs qui sont un peu reculés, presque au poste de milieu défensif. Et puis, il n'y a plus de transition directe entre les deux là. Et puis, celui qui est censé être le milieu offensif qui doit joindre la transition entre le milieu et l'attaque Bellingham. Le Real se présente maintenant avec des joueurs qui n'ont... avec d'autres joueurs. Vous avez parlé de Toni Kroos qui n'est plus là. Vous avez des défenseurs centraux qui sont blessés. Donc, quand vous prenez la défense et le milieu défensif, on est en train de faire du rafistolage avec les joueurs qu'on a sous la main. Donc, on ne peut pas, on ne va pas demander à ces joueurs-là, en ce laps de temps, de s'adapter à ce système. C'est un système qui doit s'adapter aux joueurs qu'on a. Donc, on met son système en place, Ancelotti met son système en place maintenant, compte tenu de ces joueurs. Ce n'est pas le joueur qui va rentrer dans le système, c'est d'adapter le système. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas produire les mêmes choses. Parce qu'on n'a pas les mêmes éléments pour continuer par alimenter le système qui était en place, qui marchait. On a des soucis, il faut se réadapter. Donc c'est dans ça, Ancelotti et le Real sont maintenant, et on va espérer vite récupérer les défenseurs pour que chacun soit à son poste de prédilection. Maintenant, quand on parlait des faiblesses et des forces, allons au niveau de Manchester City. D'abord, Manchester, je pense qu'il y a actuellement un problème psychologique au niveau de ces joueurs-là. Quand vous performez au haut niveau sur une certaine durée,
il y a le relâchement qui vient. Peut-être que psychologiquement, on n'a pas, le club n'a pas su réarmer les joueurs, ces joueurs-là. Et psychologiquement, je crois qu'il y a cette déclic-là, physique, mental, psychologique, qui est en train de créer des problèmes. Sinon, les joueurs intrinsèquement, on garde toujours leur talent, leur force, leur vision de jeu. Kevin De Bruyne ou Foden, leur vivacité, on a ça. Mais c'est peut-être, à mon sens, oui. Le côté une fatigue psychologique qui crée le problème. Maintenant, sur un match, ça peut passer parce que ça dépend du discours de l'entraîneur, des motivations de chaque joueur. Oui. Donc, mais je trouve que malgré ce problème, collectivement, City est plus armé que le Real Madrid. Et c'est sur ça peut-être qu'il faut que City doit appuyer ce soir pour faire la différence. Sinon, c'est vrai qu'individuellement, ces joueurs aussi sont talentueux, sont brillants, mais ils ont quelque chose de plus que le Real. Et s'ils ont quelque chose de plus que le Real ce soir, ça doit être le collectif, leur collectif. Parce qu'au niveau du Real, avec le déséquilibre entre l'attaque et la défense, collectivement ça peut. Mais à City, je crois que ce collectif-là, malgré la turbulence, ce collectif-là peut se faire sentir et peut faire mal. Voilà. D'accord. Donc, dans la même veine, vous allez me dire, pour finir, en entendant bien sûr le match retour, quels sont vos pronostics ou quel est votre pronostic pour la rencontre de ce soir? Je n'ose pas m'avancer sur ce terrain. Sur le terrain, mais je crois que c'est un jeu ouvert où ça dépendra de comment vous rentrez dans votre match. Si c'est le Real qui rentre bien dans son match, qui marque en premier, ça peut créer un problème à City. Mais si le Real encaisse en premier, c'est que le Real serait le Real aura déjà perdu ce match-là à 80%. Parce que dans ce contexte-là, si vous encaissez en premier, il faut aller chercher à remonter au moment où vous n'avez pas une bonne défense. Ça serait difficile de monter, de redescendre devant cette armada de City qui, malgré sa turbulence, demeure une équipe capable de fulgurance sur 90 minutes. Il peut vous montrer de belles choses. Donc, si le Real encaisse en premier, ça serait très difficile de revenir dans ce match-là. D'accord. Chers amis internautes, vous aurez donc compris M. Atuselo qui se refuse à cet exercice, mais qui a dit quand même malheur à celui-là qui encaissera le premier but. C'en est donc fini pour ce numéro. Ravi de vous avoir avec nous et à la prochaine.